Emmanuel Macron a décidé de refaire de l'immigration un sujet central, notamment avec éventuellement une évolution de la façon dont on puisse percevoir l'AME, l'aide médicale d'État. Le Front National, Rassemblement National, on l'entendait par la voix de Jordan Bardella aujourd'hui, dit carrément qu'il faut la supprimer. Est-ce qu'il faut quand même faire évoluer cette AME ou alors au contraire pas du tout? Il faut sauvegarder l'AME. J'entendais le responsable du Rassemblement National nous expliquer que en gros, si on supprime l'AME, même si j'ai bien compris qu'il n'était pas un monstre et qu'il a décidé de mettre quelques dizaines de milliers d'euros quand même malgré tout, au cas où, on pourrait permettre à cette personne sur 3 qui en effet n'a pas accès aux soins ou refuse d'avoir accès aux soins simplement parce qu'elle n'en a pas les moyens. Je rappelle simplement que l'AME dont on parle, c'est 0,5% des dépenses de santé. Donc c'est moins d'1% du budget de la Sécu. Et donc son équation, elle est bancale. Vous pouvez supprimer l'AME, vous n'allez pas régler le problème de fond, qui est le problème du service public de la santé, pour lequel il faut énormément de moyens. Et là, ça rejoint... justement, point commun avec les mobilisations actuelles, la grande mobilisation qui a lieu notamment à l'appel des urgentistes. Il y aura une journée de la santé jeudi prochain. Je crois que là, on est en train de laisser crever notre service public de la santé. Et le fait simplement qu'Emmanuel Macron ait décidé cette semaine, devant ses troupes qu'il avait réunies pour la rentrée, de faire de la question de l'immigration un sujet central. Je le cite, il a dit « Nous n'avons pas le droit de ne pas regarder ce sujet en face. Nous n'avons qu'un opposant sur le terrain, c'est le Front National. Il va se mettre les pieds dans le tapis, au-delà de ce que j'en pense, c'est-à-dire cette vieille méthode qui consiste à faire diversion, c'est-à-dire dès que ça chauffe un petit peu socialement, on vous ressort quoi? L'immigration, vous explique en quoi que c'est un grand sujet tabou, qu'on n'a pas le droit d'en parler en France, alors qu'on parle que de ça au moment des élections, et qu'aujourd'hui, pardon de le dire, mais l'extrême droite a quasiment plus besoin de parler, puisqu'il y a plein de ventriloques qui parlent à leur place, voilà, et qu'on est dans le domaine du fantasme. Bon, voilà, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, il pourra faire tous les numéros du monde pour essayer d'imposer la question de l'immigration comme sujet prioritaire. L'aspiration majoritaire, c'est de parler des questions sociales. Oui, mais il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit ce sont les classes populaires, justement, qui vivent l'immigration, et nous, les bourgeois, nous ne la vivons pas au quotidien. Est-ce qu'il n'a pas un peu raison? Et comme vous expliquez, c'est quand même vrai. C'est bien la preuve que c'est une phrase qui est bourrée de mépris de classe. Ce qu'il vient de dire. C'est à penser. Non, ce qui est clair, c'est de nier le vécu des classes populaires. Le racisme, la xénophobie, ça touche toutes les catégories sociales. Absolument toutes les catégories sociales. La bourgeoisie autant que les classes populaires. Parce que derrière ça, il y a aussi cette petite musique. Donc il n'y arrivera pas. Et puis, s'il y arrive, il est mal barré parce qu'il prépare l'ascension de Marine Le Pen au pouvoir. Voilà. Donc sur le fond, moi, je ne bougerai pas. Je répète à ceux qui nous regardent que ceux qui aujourd'hui ferment des entreprises, ferment des services publics, c'est pas vos voisins de palier qui viennent de tel ou tel pays, qui n'ont pas la même origine culturelle ou religieuse que vous. C'est des capitalistes, et souvent des capitalistes bien français, qui se gavent sur notre dos avec en plus l'argent de nos impôts. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Il fera ça peut-être numéro de diversion, mais je pense que ça ne marchera pas. Et sur l'AME, on a un peu l'impression qu'Emmanuel Macron, il a annoncé, c'était lundi dernier devant ses parlementaires, vous allez voir ce que vous allez voir sur l'immigration, je vais être là, l'AME, on va réfléchir. Et puis derrière, ses proches sont venus dire, vous inquiétez surtout pas, sur l'AME, il n'y aura pas de changement, on va continuer à soigner les clandestins lorsqu'ils sont malades. Est-ce que c'est pas l'inverse qu'il faudrait faire? C'est-à-dire ne pas faire d'effet d'annonce sur des sujets aussi sensibles, mais en même temps regarder s'il n'y a pas effectivement des abus. Parce qu'il y a un certain nombre de professionnels du monde médical qui disent oui, il y a des problèmes avec l'AME, il y a des abus, il y a des trafics. Oui, j'entends aussi tous les fantasmes, qu'en gros, là, les écouter... il y a des réfugiés qui pourraient faire finalement quasiment de la chirurgie esthétique en France sur le dos de la sécurité sociale. Mais qu'on me le démontre. Les implants mammaires dont on a parlé, c'est en cas de maladie grave. Donc on est dans le domaine du fantasme. En revanche, l'augmentation des chiffres, elle est réelle. On a beaucoup mais en proportion de quoi? Je veux dire, on a vu des articles toute la semaine dernière où on nous parlait de quelques de centaines. Est-ce qu'on régularise 100 à 200 à 300 personnes sur quelques milliers de cas? Mais je veux dire, moi je ne vais pas tomber dans ce panneau-là. La réalité, c'est qu'aujourd'hui en France, on est une grande puissance économique, on est la 6e puissance économique du monde et en réalité, il y a les moyens d'accueillir tout le monde dignement tel que la situation aujourd'hui est. Moi, je connais ce truc, c'est-à-dire que tout part de là. Comme on nous fait croire que finalement il y a pénurie, on va chercher à établir des priorités. Et au jeu de la priorité, vous êtes toujours dépendant ou moins prioritaire qu'un autre. Ouais, moi, j'appelle ça le syndrome de la file d'attente à la poste. Vous savez, moi, on a 3 guichets sur mon bureau de poste. On a 3 guichets théoriquement ouverts. Et comme on est en sous-effectif, souvent, il n'y a qu'un guichetier derrière les 3 guichetiers. Donc, il y a une file d'attente. Puis, il y a des gens qui s'impatientent parce que c'est humain. Puis, à un moment, il y a enfin quelqu'un qui dit je comprends pas, il y a 3 guichets. Pourquoi on ne met pas 3 guichetiers derrière les 3 guichets, ce qui permettrait à chacun de ne pas attendre? En France, il y a par exemple les moyens de trouver un toit à chacun et à chacune
d'entre nous. Si simplement on appliquait la loi de réquisition des logements vides, il y a aujourd'hui beaucoup plus de logements qui sont laissés vacants, et notamment par des grands groupes qui spéculent sur l'immobilier, que de demandeurs de logements sociaux. Maintenant, si tout ça est un fantasme et du ressenti, pourquoi vous expliquez que les classes populaires votent à l'extrême droite et pas à l'extrême gauche? Pourquoi ils ne votent pas pour vous si tout ça c'est un ressenti, si c'est un fantasme? Oui, mais là, ça n'a rien à voir avec parce qu'il n'y a pas plus de bourgeois qui votent pour l'extrême gauche non plus, vous voyez, donc ça, on ne retombe pas dans l'histoire des catégories sociales. Oui, mais vous proposez de renverser le capitalisme. Donc les classes populaires devraient voter pour vous. Et c'est notre combat. On ne parlait pas d'immigration, donc elles ne votent pas pour vous. Et d'ailleurs, vous dites... Oui, mais elles ne votent pas pour nous, d'accord, mais on propose, on a le mérite aussi, si vous voulez, de s'adresser à toute la gauche de la gauche en leur expliquant qu'il y a un petit problème politique en ce moment, et si on laisse les deux meilleurs ennemis du monde, c'est-à-dire Emmanuel Macron et Marine Le Pen, phagocyter la vie politique, l'hypothèse que Marine Le Pen un jour soit présidente de la République, c'est plus un cas d'école. Et j'espère que ça fait tilter tout le monde au sein des forces de la gauche radicale. Parce qu'aujourd'hui, le seul argument qui reste à Macron pour espérer gagner les élections, c'est dire « je suis l'ultime rempart face à l'extrême droite ». Et on sait à quel point cet argument est en train de s'user, surtout qu'en plus, s'il décide de prendre comme sujet politique majeur la question de l'immigration. Le Pen père disait « on préfère toujours l'original à la copie ». Malheureusement... Mais vous dites que vous n'allez pas vous laisser tenter par cela. On dira tout à l'heure un mot de Jean-Luc Mélenchon face à la justice cette semaine. Mais on se souvient quand même qu'à un moment, il a pu être tenté, alors il l'a regretté assez vite, mais il a pu être tenté par ce que dit Emmanuel Macron quand il dit, au fond, les bourgeois ne sont pas touchés par cela, ce sont les catégories les plus populaires qui y sont confrontées. Quand Jean-Luc Mélenchon avait dit à un moment que, alors là, il parlait des travailleurs détachés, mais ils avaient dit, ils sont en train de venir prendre le pain des travailleurs français. C'est-à-dire une sorte d'opposition quand même entre, en gros, l'étranger qui venait prendre le boulot des Français, quoi. Je me souviens de cette formule, et d'ailleurs... Je m'étais exprimé à ce sujet, je l'avais aussi interpellé, on avait une discussion, je crois qu'il a regretté sincèrement ce type de déclaration, qu'il y a eu aussi des débats au sein de la France Insoumise sur ces questions-là. Voilà, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si vous cherchez la saturation humaine qui existe, prenez l'exemple de la Poste, et qui, là, va au-delà des origines, des nationalités, elle est malheureusement due à une casse sociale. C'est pour ça que là, il y a un lien entre les deux, qu'on se comprenne bien. Moi, l'immigration n'est tellement pas un tabou qu'il nous arrive de militer régulièrement pour la régularisation de tous les travailleurs sans papier, par exemple. C'est des positions qui vont à contre-courant de ce que pense une bonne partie de l'opinion, mais je l'assume. Je vous le dis, vous pourrez vous attaquer de n'importe quelle manière à l'immigration, vous réglerez rien à vos problèmes quotidiens, ni à vos problèmes de santé, ni à vos problèmes de nourriture, ni à vos problèmes de toit, ni à vos problèmes d'emploi, ni à vos problèmes de salaire. Donc à un moment donné, faut prendre un peu sur soi, et plutôt que de s'en prendre à son voisin parce qu'il est simplement à portée de main, s'en prendre à ceux qui sont en haut, dont on pense qu'ils sont invisibles, en tous les cas c'est ce que nous disait François Hollande, mais qui sont responsables de la situation dans laquelle on est. Dans le cas de la directive travailleurs détachés qu'accusait Mélenchon, c'est pas des sans-papiers, ce sont des Européens, et vous ne pouvez pas nier qu'il y a une forme de dumping social à l'intérieur de l'Europe qui tire les salaires à la baisse. Ça, c'est une réalité. Ça, vous avez tellement raison de le dire, mais en le prenant par ce biais-là, c'est-à-dire par le biais du dumping social. Et la réponse... Mais les travailleurs détachés organisent un dumping social. Non, mais c'est-à-dire que ça s'inscrit dans une politique plus générale qui est celle des traités de l'Union européenne qu'on a toujours rejetée sans bégayer, d'ailleurs. Laquelle directive, il faut quand même le dire, travailleurs détachés, a été pour partie révisée du point de vue, absolument. En tout cas... mais qui cherche à niveler par le bas. Donc tout l'enjeu politique, c'est de savoir ce qu'on oppose à ça. Soit on dit et on participe à dire le problème, c'est les immigrés extra-communauté européenne, voire intra-communauté européenne, soit on oppose un autre discours qui consiste à dire on va niveler vers le haut plutôt que vers le bas, c'est-à-dire en prenant le meilleur des législations sociales et démocratiques qui existent dans les pays de l'Union européenne pour les partager entre tous, par exemple un salaire minimum européen, par exemple des services publics européens. Si on croit ce qu'on raconte, on parlait du climat, si on croit ce qu'on raconte sur la lutte contre le réchauffement climatique, ça serait de bon augure d'avoir un service public des transports ferroviaires à l'échelle européenne, par exemple. Idem pour les questions démocratiques, que le droit à l'avortement, par exemple, soit effectif dans l'ensemble des pays membres de l'Union européenne, ce qui n'est toujours pas le cas. Donc c'est en effet, point par point, opposer une alternative à ça, qui est de répondre en effet à la question du dumping social. Sur l'immigration, les trotskistes en général, vous aussi, vous avez toujours été sur l'échiquier politique les plus ouverts à l'immigration, enfin les plus internationalistes. J'aimerais savoir jusqu'où ça peut aller. Est-ce qu'aujourd'hui vous seriez pour une libre circulation totale des gens? Est-ce que tout le monde peut venir en Europe? C'était même une position qui était commune à toute la gauche pendant très longtemps, la liberté de circulation et d'installation. Moi, je suis un militant anticapitaliste et révolutionnaire. Je ne sais pas si l'étiquette trotskiste colle exactement à tout le bagage politique dont j'ai cherché à m'enrichir. Mais en tous les cas, la question, c'est pas être pour ou contre. Vous savez, il y a François Héran, qui est un démographe, qui a une belle formule sur la question de l'immigration. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre. Il s'agit de prendre un élément démographique sur lequel il y a beaucoup de fantasmes. Il y a 5% de la population mondiale qui migre.
simplement 5%. Et tous C'est ceux énorme, qui pensent... c'est énorme, 5%. Bah, c'est écoutez, énorme. oui, ça veut dire qu'il y a 95% Oui, non, mais qui c'est restent chez beaucoup, eux. c'est beaucoup. Vous Vous voyez, dites donc, 5% comme si c'était rien. On est, Non, mais- on est non, mais 7 d'abord, milliards d'habitants. bah, écoutez, je vais vous dire deux choses. Voilà. Ça veut dire qu'il y a 95% qui ne migrent Bien pas. sûr, ce qui c'est fait, évidemment. c'est encore plus énorme que ce Oui, que vous mais bien trouvez sûr, énorme. mais- Vous serez d'accord avec moi. Deuxième Ce sont chose, des flux tous ceux qui gigantesques. pensent que toute la misère du monde vient dans l'Union européenne et en France, ferait bien de se détendre parce que la majorité de ceux mais ça, qui c'est vrai, fuient, je par suis exemple, les guerres ou le chaos économique, migrent d'abord dans leur propre pays. Et c'est pour ça que c'est pas un Deuxièmement, bien de migrer. les c'est souvent pays une souffrance. limitrophes comme la Turquie, par exemple, ou le Liban, à eux seuls, Oui. chacun de ces pays-là accueille plus aujourd'hui de réfugiés que l'ensemble des pays de l'Union européenne Bien sûr, mais- additionnés. Et la réalité, c'est pour ça que je vous parle de fantasme, c'est que la proportion d'immigrés dans la population, ça fait finalement plus de 70 ans qu'elle est globalement stable, c'est-à-dire qu'elle est entre 7 et 10%, et que c'est la vieille tarte à la crème avec laquelle on nous divise, qui fait que pendant des minutes et des minutes entières, on parle d'immigration, et pendant ce temps-là, on ne parle pas du restant, c'est-à-dire les Justement, quelques on solutions va qu'on parler- imagine avoir par rapport au climat et aux services publics. on va parler Mais de on si y vous vient, m'avez ne vous suivi. inquiétez pas, on y vient. Simplement, il se trouve que notre président de la République, à tous, a décidé de faire de l'immigration un sujet central. Il se trouve que je ne suis pas d'accord Et avec lui. exactement. Non plus sur ce Et sujet-là. vous avez pu le dire. Vous le disiez hier, un certain nombre de luttes qui se sont exprimées dans les rues. Il y avait des gilets jaunes, beaucoup moins que ce qu'ils annonçaient ou ce qu'ils espéraient, mais enfin il y en avait quand même quelques-uns. Il y avait la marche pour le climat. Là, ça dépassait largement les frontières de la France. Il y avait des Black Blocs qui se sont mêlés aux uns et aux autres. Et puis il y avait aussi une manifestation de force ouvrière. Est-ce que dans ces différentes manifestations, vous vous y retrouvez pour chacune, pour toutes, pour certaines ? Alors, je vais répondre dans l'ordre. D'abord, la manifestation de force ouvrière qui a fait un peu cheval à part là, sur ce coup-là, sur la question des retraites. Moi, je serai en grève mardi prochain à l'appel de la CGT Solidaire, puisque c'est dans ce camp-là que je suis syndiqué. Mais j'espère qu'il y aura un point de convergence entre tous pour appeler une riposte sur la question des retraites. Moi, j'ai participé à la manifestation climat avec mes camarades d'ailleurs. Voilà, et j'ai vu cette jonction, malgré le dispositif policier, s'opérer avec une bonne partie des Gilets jaunes qui étaient présents en nombre. Et puis cette manifestation qui finalement a pu se tenir pour justement remettre sur la table les questions de fond, c'est-à-dire les questions de transition énergétique, parce que là aussi, M. Macron, parce que là on parle des sujets prioritaires, maintenant c'est l'immigration, je vous rappelle qu'il y a quelques semaines c'était l'écologie qui était au cœur de son quinquennat, et il est quand même mal placé. Ça s'appelle la pour parler. triangulation. Ouais. Voilà, il est quand même mal placé, et là visiblement à New York, il va donner des leçons à la planète entière pour nous expliquer ce qu'il faut faire. Il est franchement mal placé sur le sujet, puisque vous vous rappelez qu'au moment du G7, quand il s'attaquait à Bolsonaro sur la question de l'écologie, ce qui est quand même pas très compliqué en général, il est obligé de remballer un petit peu son discours, puisque la France elle-même a par exemple rétrocédé plus de 360 000 hectares de forêt, de la forêt amazonienne, à des multinationales minières qui aujourd'hui se gavent de profit. Mais il a Alors, dit- sur la marche pour le climat, vous dites j'y étais, moi aussi. Je vous ai Ben croisé à la fin, j'ai croisé la délégation NPA vers la fin, vers la bibliothèque François Mitterrand. Il y avait plus grand monde. Alors peut-être que j'ai mal vu, peut-être que vous étiez vachement plus nombreux avant et que vous étiez dispersés, mais vous étiez moins de 30 quand je vous ai vu. Et d'un seul coup, on voyait toute cette jeunesse, c'était quand même 15 000 personnes. Pas que des jeunes d'ailleurs, toutes les générations. Et puis vous, ça faisait un peu ancien monde, quoi. Ça faisait un peu. Et vous ça étiez faisait dans un le peu- nouveau, moi, rassurez-moi. Non, moi j'étais Ouais. observateur. Non, Ah, moi voilà. j'étais observateur. Donc, Ça faisait un peu gros. avec un œil aiguisé sur le nouveau et l'ancien monde. Non, Mais sur je le vois ce fait. que vous dire. Oui, Soyez- vous voyez non, ce que je veux mais dire. Il y a voilà. quelques années, dans les Je- grandes manifestations, les partis politiques représentaient quelque chose. Ils avaient un carré, ils avaient un service d'ordre, ils avaient. Et hier, ça faisait un peu groupuscule. Bon, on était beaucoup plus que ça, rassurez-vous, mais ceci étant, pour répondre au cœur de votre question, c'est un mouvement qui vient en dehors des structures traditionnelles. Et d'ailleurs, même en dehors des structures traditionnelles de l'écologie politique, si on est tout à fait honnête. Il y a une nouvelle génération qui est en train de voir le jour, et qui est une génération politique au bon sens du terme, et qui pose des questions radicales, absolument radicales, et qui prouve, d'après moi, à quel point, si on croit ce qu'on raconte sur la lutte contre le réchauffement climatique, c'est contradictoire avec la dictature du temps court de l'économie de marché. Et ça passe par des solutions. Donc nous, on participe, comme maintenant depuis plusieurs années, parce que ça fait quand même quelques années, mine de rien, qu'on est sur ces questions, des OGM à la lutte pour la sortie du nucléaire, contre les énergies fossiles. On a toujours été de ces combats-là, en convergence, en alliance avec, en effet, des nouvelles mouvances de l'écologie radicale. Mais tant mieux. Moi, quand je parle de plus de convergence, d'ailleurs, je parle d'alliance, parce que d'alliance, mais c'est vrai pour ce sujet-là, c'est vrai pour d'autres sujets. On pourrait parler des Gilets jaunes, on pourrait parler des collectifs des quartiers populaires. Je ne crois pas à cette vision qui veut que le mouvement ouvrier traditionnel vient pour apporter
la bonne solution en disant nous on est respectable de toutes vos revendications. Non, je crois qu'on a à apprendre les uns des autres, donc ça on l'a fait. Mais même ce que dit Nicolas, il y a un côté presque, à force d'être jeune, vous n'êtes plus si jeune, quoi. C'est-à-dire que vous-même, vous étiez l'incarnation. Vous parlez de moi à titre Ouais, individuel. bah oui, oui. Merci, mais en effet, j'ai 45 balais et je me suis mets pas dedans de cette aussi, génération-là. forcément, on va tous dans le même sens. Ça ne va pas en Si vous me faites arrière. dire que je suis pas là pour bloquer mon lycée, en mais effet. ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, effectivement, vous faisiez partie de ces jeunes qui aujourd'hui, finalement, vous dépassent, quoi, qui partent eux-mêmes vers Mais vous le climat. m'éclatez parce que la dernière fois, vous me parliez des Gilets jaunes en disant que vous êtes dépassés. Qu'est-ce que je vous ai répondu à l'époque? J'adore être dépassé. Je milite depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Voilà, à l'époque, j'étais jeune. Avec cette idée que pour que ça marche, il faut que nos structures politiques soient dépassées, que nos structures syndicales soient dépassées. Parce que sinon, vous restez dans le cadre habituel et vous n'avez pas le nombre. Voilà. Mais le problème, c'est les uns et les autres dans leur apprentissage, parce que en réalité, il y a pas, même si il y a une part de vrai dans ce que vous dites entre le mouvement ouvrier et les nouvelles mobilisations sociales, mais il y a pas, c'est pas étanche. C'est-à-dire, il y a pas dans le neuf. Il y a aussi des militants politiques qui ont apporté leur expérience. Voilà. Et puis, dans le vieux, il y a aussi un héritage politique, y compris sur la question de l'écosocialisme, qui ne vient pas de cette génération-là. Mais justement, qui a été théorisé. Moi, je voulais vous poser une question justement sur. Ce qui va vous mettre tous d'accord, c'est qu'il va y avoir une pause dans 30 secondes. Sur l'écologie et la justice sociale, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, la question du climat a un peu supplanté celle des Gilets jaunes, et pourtant, elles ont des points de départ opposés. C'est-à-dire que les Gilets jaunes manifestent contre l'augmentation de la taxe carbone, et aujourd'hui, les manifestants pour le climat manifestent pour qu'on fasse une transition écologique encore plus intense. Et d'ailleurs, il y a une différence de sociologie énorme. Ce n'est pas du tout la même sociologie des manifestants pro-climat qui sont plutôt issus des classes supérieures et les Gilets jaunes. Comment on fait pour convaincre les classes populaires de s'investir dans le combat écologique et comment on fait pour mener une transition écologique qui soit sociale, qui ne prive pas... La question est Les vaste. classes populaires, c'est comme sur la question du racisme. Olivier Elles Besançon. n'ont pas besoin de grands penseurs et de grands professeurs pour l'expliquer qu'il n'y a pas de contradiction entre l'urgence sociale et l'urgence écologique. Et puisque vous êtes un brillant observateur, vous avez pu constater qu'au-delà du vieux et du neuf, il y avait des gilets jaunes et puis il y avait ceux qui marchaient pour le climat qui ont manifesté ensemble. Oui, mais samedi. c'est une chose de manifester, mais comment on fait la transition écologique? Et tout à l'heure, je recevais d'ailleurs Ingrid Levavasseur qui était aussi en train de manifester hier sur le climat. La convergence, elle a lieu. On y revient dans un instant à cette convergence que vous appelez de vos voeux. On y revient.